Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Priscille Pana, je serai votre hôte aujourd'hui pour le webinaire. Bienvenue à tous en personne, comme en ligne, parce que c'est en hybride. Et bienvenue à cette rencontre qui, j'espère, vraiment sera riche en échanges et en apprentissage. Alors, le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est la santé numérique au service de la santé communautaire et on va discuter un peu des enjeux et des perspectives autour de cette question. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir des experts de renom dans le monde et qui viennent dans le domaine de la santé numérique et de la santé communautaire et qui viennent de partout, qui nous rejoignent de partout dans le monde et qui partageront non seulement leurs perspectives sur les défis et les opportunités, mais aussi qui nous donneront un peu ce qu'ils ont comme expérience sur le terrain. Donc, ensemble, nous allons aborder les enjeux de l'inclusion numérique, de l'intégration des technologies dans le système de santé communautaire, les cadres législatifs, mais aussi politiques qui sont nécessaires pour un développement durable de ces outils dans les contextes locaux, donc principalement en Afrique. Comment ça va se passer? C'est que chaque intervenant aura à peu près 15 minutes pour une présentation, pour donner son point de vue, son expérience. Nous allons enchaîner la présentation de chaque panéliste, puis par la suite, nous aurons une séance de questions. Donc, les personnes en ligne, vous pourrez écrire vos questions dans le chat, et si en personne, bien, on va essayer de faire les deux en même temps. Donc, aujourd'hui, pour nous parler de cette problématique, nous allons accueillir Dr Mounene, qui est responsable de la division stratégie à l'OMS sur la santé numérique. Jean-Noël Keba, professeur à l'IDM et expert en transformation numérique. Willy Tabdier, qui est juriste et expert en droit du numérique. Roland Roman-Taouri, qui est un expert en projet numérique. Puis Jean-Pierre Girard, notre expert en coopérative de santé communautaire. Et sans plus tarder, je vais laisser les panélistes qui sont en personne, donc Jean-Pierre et Jean-Noël, se joindre à nous et ils vont se présenter un peu avant de commencer la présentation chacun. Donc, je vais laisser la place à Jean-Noël et Jean-Pierre. On est dans les gens. Oui, dans les gens, genre. Merci beaucoup. Jean-Pierre, je te laisse prendre place. Alors, moi, je vais commencer. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde en ligne, vous voyez mon écran? C'est bon? Mais je crois que ce n'est pas la bonne stratégie de partage, parce qu'on a encore les images sur l'écran. Je vais enlever la mosaïque. Oscar. Alors, parfait. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer en fait la présentation d'aujourd'hui en essayant de parler un peu de transformation numérique en santé et de voir en fait les défis que nous avons pu avoir pour les cliniques communautaires. J'ai fait premièrement cette petite diapositive juste pour dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer, je n'ai que mes affiliations académiques. Et donc, si vous entendez en fait prononcer des noms d'entreprises particulières, c'est vraiment à but de transparence beaucoup plus que pour de la promotion. Donc, ceci étant dit, on va commencer par le contexte. Et pour ce contexte-là, j'aime beaucoup introduire les grandes capacités de l'homme et les transformations que ces grandes capacités ont eu à faire pour nous. Les progrès qui ont été créés, c'est parce que nous avons pu multiplier nos capacités à nous déplacer, à maîtriser l'énergie et aussi à détruire. Et donc, si on regarde ces grandes capacités de l'homme, on voit que nous avons multiplié ces capacités de maximum de 1000 à 1 million. Et cela a vraiment changé notre relation à la nature, notre capacité en fait à produire, à progresser. Et on voit cependant que ce qui a le plus augmenté, ce n'est pas ni se déplacer, ni maîtriser l'énergie, ni détruire, c'est vraiment notre capacité à produire de l'information. Alors, en 2010, on avait à peu près pu générer dans toute l'histoire de l'humanité 2000 milliards de gigaoctets de données. Et aujourd'hui, ces 2 étaoctets de données, là, ça correspond à peine à ce que nous produisons comme information à l'espace d'1 mois. On voit donc que nous avons multiplié nos capacités à créer des données et de l'information, beaucoup plus que ce que nous avons eu à créer dans les autres capacités. Et on voit donc que ce processus de changement est très, très important. Et ce processus de changement est supporté par la multitude de technologies qui existent aujourd'hui en vie quotidienne.
Dans le domaine de la santé, cela n'a pas été en reste et particulièrement depuis la COVID-19, nous avons eu une explosion de l'utilisation des différents outils numériques, notamment les outils de téléconsultation, les outils santé patients, etc. Nous avons une multitude d'outils qui ont été créés et cela vient bien entendu avec des enjeux de création d'informations. Ces outils-là, nous pouvons simplifier cela en trois grandes catégories. Nous avons des outils numériques centrés patients. Nous avons essentiellement des outils de télésanté qui essayent de faire le lien entre le patient et le praticien. Et nous avons les dossiers électroniques qui servent surtout à la gestion pour les cliniciens de la manière dont ils font les différentes prises en charge. Et donc, quand nous avons ces différents outils, cela vient bien entendu avec des enjeux de qualité de données, des enjeux d'accessibilité, etc. Et on se rend compte que de plus en plus, les gens sont très regardants sur le type d'information qui est produit. Allô, désolé. Oui. Oui, on ne voit pas du tout l'écran en ligne. Il n'y a pas de partage. Ah, mais le reste des gens nous disent que oui. C'est bon maintenant? On voit l'écran, merci. Oui. C'est bon maintenant? Vous voyez l'écran? Oui, on le voit. Mais parfait. Donc, je vais continuer ma présentation. Donc, nous avons donc ces défis-là qui sont présentés. Et donc, avec Jean-Pierre, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe quand on a tous ces défis-là au niveau du numérique dans le monde en général? Qu'est-ce qui se passe pour le monde communautaire? Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, nous avons essayé de faire des études de cas. Et ces études de cas ont concerné en fait deux structures au niveau du Québec, c'est SAPSA et Pointe-Saint-Charles. Et également en France, nous sommes allés enquêter la clinique Quartier Santé Le Maçon. Alors, j'ai eu aussi la chance de faire la visite de l'hôpital de Panzi à Bukavu, en RDC, et on a essayé de regrouper les informations que nous pouvions avoir sur les défis qu'ils avaient en termes de numérique. Donc, quels sont les résultats que nous avons trouvés? Nous pouvons résumer cela aux grandes catégories que j'ai présentées tout à l'heure de types d'outils qui existaient. Nous avions essentiellement beaucoup de dossiers électroniques. Nous avons cependant quelques données que l'on pourrait considérer comme des outils de télésanté, mais nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour des outils centrés patients. Et donc, on va rentrer dans le détail pour voir comment cela se positionnait. Donc, pour le quartier Santé Le Maçon, nous avions des outils centrés patients qui étaient essentiellement Doctolib. Mais Doctolib, ce n'est pas un outil qui est réservé en fait pour la santé communautaire. C'est vraiment pour tous les accès qui existaient. Et donc, à ce moment, ils avaient quand même la possibilité que les patients l'utilisent pour pouvoir prendre des rendez-vous. Mais comme en fait la réalité du Québec, c'était le téléphone qui était priorisé pour les différentes prises de rendez-vous. Alors, nous avons eu quand même une anecdote qui était intéressante là, que SAPSA nous a mentionné, c'est l'utilisation des réseaux sociaux pour pouvoir faire le suivi des patients. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on avait des praticiens qui avaient la capacité d'utiliser certains réseaux sociaux pour entrer en contact avec les différents patients, même si ce n'est pas celui qui était le plus privilégié. Donc, cette existence de l'utilisation de réseaux sociaux qui ne sont pas très orientés santé, mais qui sont utilisés à ce but, était plus le témoin en réalité de la proximité qui existait entre les praticiens et en fait les différents patients, mais presque tous privilégiaient en fait une visite sur le terrain quand en fait un suivi n'était pas possible, quand en fait on perdait de vue en fait certains patients, ils se déplaçaient sur le terrain pour faire le suivi, pour comprendre en fait comment ça se passe. Donc, il n'y avait pas de besoin qui a été exprimé en termes d'outils qui pourraient être utilisés par les patients. Et même parfois, certains ont dit qu'ils refusaient l'implémentation de certains outils pour ne pas créer plus de fractures. Et donc, quand on regarde l'outil qui était le plus utilisé, c'était donc les dossiers cliniques informatisés. Nous avons vu, par exemple, à Pointe-Saint-Charles, qu'ils ont commencé leur stratégie d'informatisation en 2016 avec l'initiative provinciale au niveau du Québec. Mais en 2023, ils se sont lancés dans un processus de mise à jour et c'est fait intéressant, c'est qu'ils ont mis en place l'approche communautaire, la philosophie communautaire dans le processus de sélection de l'outil numérique qui devait être utilisé. Ainsi, ils ont créé un comité composé des praticiens, des gestionnaires, mais également des membres de la communauté, juste pour être capable de décider quel est l'outil qu'ils allaient utiliser. Donc, ils ont un soutien en termes de personnel et de ressources, parce que le personnel vient parfois avec leurs propres outils numériques, notamment certains ordinateurs, mais ils ont tout financé grâce en fait à des efforts internes pour pouvoir le faire. Ils ont donc gardé la responsabilité du stockage et de la sécurité de données à la firme qu'ils ont choisie. Et donc, ils ont quand même un défi d'interopérabilité là avec le logiciel au niveau d'ISUS.
Au niveau de SAPSA, en fait, ils se sont informatisés aussi en 2016 avec la même initiative, avec une entreprise qui s'appelle Omnimed. Donc, il n'y a pas eu de processus de décision autour, là, c'est un choix éditorial. Mais comme avec Pointe-Saint-Charles, ils avaient des ressources partagées, des données et la sécurité laissées aux différentes firmes. Et bien entendu, le problème de l'interopérabilité a été mis de l'avant et aussi celui du coût qu'il y avait pour pouvoir avoir accès aux différentes données. Enfin, Cartier Lemasson est plutôt jeune. Jean-Pierre Gérard reviendra beaucoup plus en détail sur la nature de ces différentes organisations, mais elle s'est informatisée directement à sa création. Elle bénéficie d'un financement interne pour pouvoir supporter en fait les différentes stratégies d'informatisation, même si elle note quand même qu'il y a une initiative nationale pour pouvoir à chaque coût et à chaque prestation de service pouvoir supporter une partie de ce que le numérique demande. Ils ont mis de l'avant le défi de sécurité des données parce qu'ils comprennent très bien que même si la sécurité et le stockage des données est laissé à la firme responsable du dossier médical électronique, ils se rendent compte que la plupart des défis sécuritaires viennent en fait des erreurs du personnel et aucun de leur personnel n'était formé en termes de sécurité. Alors moi, j'ai visité aussi l'hôpital de Ponzi en RDC et en fait, ils n'ont aucune politique d'incitation nationale en termes d'informatisation. Donc, il reste encore beaucoup de papiers. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a quand même un processus interne d'informatisation. Ils se sont mis, il y a un développement interne grâce à des gens qui sont très intéressés par le domaine communautaire, qui ont développé des outils informatisés, qui utilisent et qui prennent en compte toute l'approche holistique que l'on pourrait avoir en fait dans cet hôpital-là, notamment un dossier médical, une prise en charge psychosociale, la réinsertion sociale et également la dimension juridique. Donc, c'est du développement interne qu'ils font là parce qu'ils sont contents de la mission qu'ils essayent de mettre en place. Alors, tous ces messages-là pour juste dire que l'informatisation, c'est un processus inéluctable et inévitable, donc il touche toutes les sphères. Donc, l'approche de proximité limite beaucoup le besoin de téléconsultation parce que nous avons encore cet élément humain que l'on retrouve dans le domaine communautaire. Donc, il n'y a pas d'outils centrés patient, mais on se dit quand même qu'avec l'informatisation et la numérisation de notre vie au quotidien, ces outils centrés patients deviendront essentiels. Donc, il faut que l'on garde à l'œil, même dans le domaine communautaire, il faudra faire ce processus d'analyse. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment d'outils qui sont développés spécifiquement pour le domaine communautaire. Il n'y a pas de soutien particulier pour eux pour pouvoir se numériser. Et donc, c'est un défi qu'il faudra quand même relever. Donc, voilà, j'ai fait essentiellement mes 15 minutes. Donc, je vais laisser la parole au prochain présentateur. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci. Donc, nous allons passer sans plus tarder au Dr Tadjoudjieh qui va nous parler du droit juridique en santé numérique. Donc, Dr Tadjoudjieh, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Voilà. Parfait. Donc, je vais intervenir sur la question des défis juridiques de l'inclusion du numérique dans la santé communautaire en Afrique. Et je travaille à l'Université de Yaoundé au Cameroun et j'enseigne le droit privé et plus précisément le droit des affaires. Voilà. Donc, la santé communautaire et la santé du numérique, c'est deux notions qui peuvent être pratiquement imbriquées. Et dans le contexte de l'Afrique, qui nous a intéressés dans notre réflexion, la liste sera essentiellement juridique et la méthode sera essentiellement documentaire et analytique. Donc, je n'ai pas procédé à des recherches de terrain ou à des analyses sociologiques pour... J'ai quelques petits soucis avec le suivi des slides, donc je vais refaire le partage. Très bien. Voilà. Très bien, donc je m'excuse pour l'interruption. Donc, l'analyse sera essentiellement documentaire et analytique. Je n'ai pas pu faire de recherche de terrain particulière et je me suis limité à la littérature existante pour voir exactement
quels sont les freins et les obstacles sur le plan juridique et quelles perspectives peuvent donc être mobilisées pour faire face à cela. Donc, lorsqu'on analyse la question de la santé du numérique comparée à la santé communautaire au prisme du droit, on se rend compte que le droit pourrait intervenir en santé numérique sur un certain nombre de points. Et ici, j'ai mentionné 4 précisément, mais ce n'est pas exhaustif. Il y a la question du droit des personnes, notamment la protection de la vie privée. On le verra en détail après. Le droit à la propriété intellectuelle, le droit des contrats et le droit à la santé. Alors, dans la propriété intellectuelle, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est surtout la propriété sur les applications ou sur les ressources numériques qui peuvent être développées pour soutenir justement les processus de santé numérique. La relation entre le patient et le clinicien est une relation contractuelle et qui est placée sous le sceau du secret. D'où la question du droit des contrats. Et finalement, le droit à la santé, parce que justement, la santé est un droit reconnu à tous et il faudrait qu'il y ait équité et égalité dans l'accès. Donc, il y a une sorte d'imbrication entre tous ces différents droits-là, mais pour les besoins de l'analyse, nous nous limiterons essentiellement au premier qui concerne donc la protection de la vie privée. Alors, d'où les éléments que nous allons analyser dans notre présentation. Donc, nous parlerons du premier point qui concerne la vie privée, justement, et nous verrons justement dans quelle mesure cela se poursuit dans le domaine de la santé, puisque généralement, les lois qui concernent la protection de la vie privée sont des lois générales qui s'appliquent à tous les secteurs de la vie. Et donc, on verra la proximité qui existe entre ces lois-là et le domaine de la santé et surtout la nécessité éventuelle de développer de nouvelles lois pour le domaine précis de la santé. On expliquera cela davantage dans les prochains slides. On fera également un état des lieux. On va s'appuyer un peu sur l'expérience kenyane et on verra pourquoi. On parlera également de quelques expériences internationales. On présentera la position de l'OMS sur la situation de la protection justement de ce droit à la vie privée. Et enfin, on présentera quelques perspectives pour faire avancer la question. Alors, le droit à la vie privée, le droit à la protection de la vie privée a sa source au niveau international. Donc, l'article 17 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît le droit de la personne humaine à la vie privée, y compris donc la protection des données à caractère personnel. Et au niveau africain, puisqu'il s'agit de l'Afrique, les articles 8 et suivants de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles fixent des règles bien précises en ce qui concerne la protection de la caractère personnel et cela s'applique également au secteur de la santé. Alors, dans le domaine de la santé, qu'est-ce qui est mis en avant? Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Alors ici, c'est une citation de l'OMS. La source, c'est ligne directrice de l'OMS, recommandations sur les interventions numériques pour le renforcement des systèmes de santé de 2022. Alors, dans la santé numérique, donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent être mis en avant, notamment la conservation des données à caractère personnel. Et on se limitera uniquement à cela. Et cela touche spécifiquement le suivi du dossier numérique, comme l'a mentionné Jean-Louis dans sa présentation initialement. Mais il s'agit de mettre en place un dossier numérisé utilisé par les professionnels de la santé pour saisir et stocker les informations sur la santé des patients. Donc, est-ce que maintenant ces informations sont accessibles à tout le monde ou c'est protégé et si oui, de quelle manière? Quelles mesures sont prises pour les protéger? Puisque justement, la relation entre le praticien et le patient est placée sous le sceau du secret, de la confidentialité. Donc, concrètement, dans le domaine de la santé, le recours au numérique suscite des interrogations en lien avec la circulation et le partage des données. Il y a un grand nombre d'informations qui circulent. Et beaucoup de dispositifs issus de technologies innovantes sont connectés et leur usage conduit à s'interroger sur la multiplication exponentielle des données de santé, avec des problématiques qui peuvent être associées, par exemple, à leur exploitation, à leur fiabilité pour le patient, à leur sécurité et surtout à leur confidentialité. Et notant, comme je l'ai déjà dit, le secret est une règle fondamentale et structurante de la relation de soins et la protection des données en est consubstantielle. Donc, si le patient exige une information complète, il veut aussi, à juste titre, être rassuré sur la sécurité, de la conservation, de l'accès et de la circulation de ces données-là.
Donc, quelques exemples maintenant de réglementation en Afrique en matière de protection des données. On a déjà mentionné la réglementation de l'Union africaine. Plusieurs pays d'ailleurs ont des lois relatives à la protection des données de façon générale. Il y a l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, c'est quelques exemples seulement, mais dans la plupart des pays, on retrouve quand même une loi générale sur la protection des données. Et la question que l'on se pose maintenant, c'est est-ce que ces lois générales-là maintenant peuvent protéger suffisamment les données à caractère personnel dans le domaine de la santé? Et là, on se rend compte qu'en dépit de la multiplication des lois sur la protection des données, l'on constate encore des pratiques peu communes dans le domaine de la santé. Par exemple, ça, c'est des observations que nous avons faites en interrogeant des praticiens et des acteurs. On se rend compte que beaucoup utilisent au quotidien leur smartphone personnel. Qu'il s'agisse, par exemple, des échanges de mails avec des confrères ou des consoeurs, ou alors pour communiquer avec des patients, ou alors prendre des photos pour demander des téléavis. C'est ce que beaucoup de médecins nous ont expliqué dans les hôpitaux de Yaoundé. Dans le transfert de tels mails qui contiennent des données de santé de caractère personnel doit être protégé et leur conservation ne doit pas être négligée. Donc, les fuites d'informations dans ce cas-là peuvent être préjudiciables, notamment pour le patient. Donc, c'est pourquoi nous pensons que des mesures législatives plus importantes doivent être prises. Donc, il faut aller au-delà des lois générales de protection des données à caractère personnel pour aller vers des lois plus précises dans le domaine de la santé et qui protègent spécifiquement les données à caractère personnel dans le domaine de la santé parce qu'elles sont particulières. Donc, sur le continent africain, le Kenya semble être le seul pays à avoir développé une loi de santé digitale ou santé numérique. Et dans la plupart d'autres pays, notamment les pays francophones, ceux qu'on a visités un peu à travers l'examen de leurs textes, il y a surtout des stratégies qui sont mises en place avec pour objectif d'arriver à mettre en place des lois à moyen ou à long terme. Et sur cet aspect précis, nous pensons également que l'Union africaine pourrait prendre le lead, comme il a fait pour les lois à caractère général sur la protection des données, pour également mettre en place un cadre juridique sur la santé numérique avec un focus, par exemple, sur l'intelligence artificielle dans les soins de santé et technologies de blockchain, afin d'accompagner les législations nationales à cet effet. Donc, au Kenya, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? En octobre 2023, le Kenya a promulgué la loi sur la santé numérique, Digital Health Act, qui vise deux grands objectifs. D'abord, promouvoir l'utilisation sûre, efficace et efficiente de la technologie pour les soins de santé et surtout renforcer la protection de la vie privée, la confidentialité et la sécurité des données de santé. La loi kenyane donc prévoit le transfert en toute sécurité de données de santé personnelles et identifiables et de dossiers médicaux vers et depuis l'établissement de santé à l'intérieur et à l'extérieur du Kenya. Alors, plus concrètement, l'article 4 de la loi kenyane sur la santé digitale met l'accent sur les principes à appliquer aux données de santé. Il y est mentionné que c'est des données à traiter comme un actif national stratégique qu'il faut préserver dans la vie privée, la confidentialité, la sécurité des données de santé pour le partage et l'utilisation des informations. Faciliter le partage et l'utilisation des données pour une prise de décision éclairée à tous les niveaux. Et finalement, utiliser l'écosystème de la santé numérique pour servir le secteur de la santé et faciliter de manière progressive et équitable le niveau de santé le plus élevé possible pour les Kenyans. Alors, la Kenya sur la santé numérique offre l'opportunité de renforcer la protection des données des patients tout en progressant dans la résolution des questions de confidentialité qui vont toujours se poser malgré l'existence de la loi. Mais là, au moins, des mesures sont prises parce que, outre la loi, il y a également une policy, une national policy, qui met en place des garde-fous justement pour parvenir à ce que les questions de confidentialité soient clairement couvertes. Donc, elle est en synergie également avec la loi sur la protection des données de 2019. Donc, on voit bien qu'au Kenya, ils ont une loi générale sur la protection des données 2019, mais ça n'a pas empêché de revenir après avec une loi sur la santé digitale qui contient, elle aussi, des éléments de protection des données à caractère personnel dans le domaine précis de la santé. Donc, cela nous rappelle donc que l'existence de la loi sur la protection des données ne peut pas suffire pour couvrir les questions complexes de confidentialité dans le domaine de la santé. Donc, ce qui serait bien au Kenya, ce qui va forcément promouvoir le domaine, c'est que
Avec une gouvernance des données appropriée, cela fournira des garanties contre les violations et les utilisations abusives, notamment dans la surveillance des maladies, la recherche et dans l'innovation. Alors, dans d'autres régions du monde, on a également vu que des lois existaient ou des dispositifs étaient mis en place pour protéger les données à caractère personnel dans le domaine de la santé. Nous voulons citer ici, par exemple, le Code français de la santé publique, à son article L 1461-1, qui prévoit également des règles dans ce sens-là. Alors, si on regarde la l'alinéa 1, par exemple, il est dit qu'aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements. Et le deuxième qui dit que les personnes responsables du traitement ainsi que celles les mettant en œuvre ont ou autorisé à accéder aux données à caractère personnel et qui en sont issues sont soumises au secret professionnel. Au Canada, en juin 2024, nous avons appris que le gouvernement a présenté sa loi visant un système de soins de santé connecté qui devrait aider les travailleurs de la santé à prendre de meilleures décisions plus éclairées et permettre aux Canadiens et aux Canadiennes d'accéder en toute sécurité à leurs propres données de santé. Mais là, je n'ai pas eu les références complètes de la loi et je vais poursuivre mes investigations pour mieux comprendre les enjeux des mesures qui ont été prises au niveau du Canada. Alors, l'OMS, qu'est-ce qu'elle pense de la question de la protection des données à caractère personnel dans la santé? Et je dirais que l'OMS est prudente et conseille aux États d'aller également avec la prudence, surtout que la santé numérique n'est pas obligatoire. Et donc, du coup, si on veut y aller, il faudrait prendre les mesures suffisantes pour que les dispositifs soient suffisamment protégés. Donc, l'OMS recommande l'utilisation du suivi numérique combiné à l'aide à la décision et à une communication ciblée vers les clients dans les conditions suivantes. Donc, lorsque le système de santé peut, dans sa certaine capacité, appuyer la mise en œuvre de ces composantes d'intervention de façon intégrée. Et également, lorsqu'il est possible de répondre aux éventuelles préoccupations concernant la confidentialité des données et la transmission de contenus sensibles aux clients. Alors, pour conclure, qu'est-ce qui peut être fait en termes de perspective pour l'ensemble des pays qui n'ont pas encore de cadre juridique, dans tous les pays pratiquement en dehors du Kenya? Il serait utile de renforcer le cadre légal et réglementaire de la santé numérique parce que jusqu'ici, la plupart des pays ont développé uniquement des stratégies nationales relatives à la santé numérique. Donc, il faudrait renforcer les cadres légaux et réglementaires en prenant en considération un certain nombre d'éléments, notamment la mise en place d'infrastructures de traitement et de partage des informations sanitaires entre les structures de santé et les communautés. Et surtout, le développement de composantes relatives aux normes et à l'interopérabilité, afin d'améliorer le recueil et l'échange d'informations sanitaires cohérentes et précises au-delà des frontières géographiques et sectorielles. Donc, voilà quelques réflexions que j'ai prévues. Je reste disponible pour des questions, des clarifications. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Lita Jugé. Merci énormément. C'est très, très pertinent. Puis je pense que le cadre du juridique en santé numérique, c'est, même au Canada, hein, c'est toujours un débat et toujours en cours. Et comme je disais, les sessions de questions seront à la fin de toutes les présentations. Donc, vous pouvez avoir vos questions. Vous pouvez même les écrire dans le chat. On pourra le recenser. Sinon, à la fin, on aura une période de discussion avec tous les panélistes. Donc, notre prochain panéliste, c'est Dr. Tori, qui va nous parler là concrètement de ses expériences en implantation des outils numériques. Donc, Dr. Tori, je vous laisse la parole. Ok, merci. Je vais essayer de partager mon écran. C'est ça. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ok, super. Bien. Donc, ok. Donc, je suis Dr. Tori Romain Roland. Donc, je travaille en tant que conseiller senior en système d'information sanitaire pour GSI, qui est une organisation internationale basée aux États-Unis, et spécialement dans le Centre pour la santé digitale.
Donc, j'ai plus de 20 ans de travail dans le domaine du renforcement du système d'information sanitaire dans les pays en développement et dans les Caraïbes, essentiellement. Je suis basé à Washington, D.C., au siège de l'organisation. Donc, je vais essayer de vous parler un peu d'un cas particulier, bon, pas cas particulier, mais un cas spécifique, qui est celui du Burkina Faso, où nous travaillons depuis 2018 à améliorer un peu la santé digitale et qui part depuis la communauté jusqu'au niveau national. Donc, en- au Burkina Faso, notre organisation, GSI, travaille à travers plusieurs projets, dont l'un essentiellement s'appelle le projet Shisu, qui veut dire Country Health Information System and Data Use. Donc, en français, c'est le système d'information sanitaire et utilisation des données. Hein. Donc, et c'est un projet qui est financé par l'USAID et qui vise vraiment à renforcer les systèmes d'information sanitaire afin d'accroître la qualité, la disponibilité et l'utilisation des données pour améliorer la santé des communautés à travers le monde. Donc, plus spécifiquement au Burkina Faso, nous apportons un appui technique pour renforcer la surveillance des maladies. Et au Burkina Faso, nous travaillons essentiellement avec trois ministères, le ministère de la Santé humaine, le ministère de la Santé animale et des ressources halieutiques et le ministère de l'Environnement pour apporter vraiment une réponse efficace à la surveillance des maladies et améliorer la santé publique. Donc, spécifiquement, dans notre travail au Burkina Faso, nous nous intéressons aux zoonoses. Et les zoonoses, ce sont des maladies animales qui sont transmissibles à l'homme. Et nous savons que environ 60% des maladies infectieuses chez l'homme sont d'origine animale et 75% de toutes les maladies infectieuses émergentes actuellement sont d'origine animale. Et donc, c'est quelque chose qui nous a poussé vraiment à travailler un peu plus dans ce domaine. Et au Burkina Faso, nous avons essayé de suivre ce qu'on appelle l'approche One Health, qui est une approche qui prend en compte la santé animale, la santé végétale, humaine et environnementale. Et cette approche One Health, qui se dit aussi une seule santé en français, est, selon l'OMS, une approche qui vise à la conception et à la mise en œuvre des programmes de politique, de législation et de recherche impliquant une communication et une collaboration entre de multiples secteurs en vue d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique. Et donc, pour revenir spécifiquement à notre travail au Burkina Faso, ça a commencé autour de 2017. Donc, c'était vraiment dans le contexte d'épidémie à Ebola. On venait d'avoir la crise d'Ebola au Libéria et tout, où j'ai passé plus de 6 mois pendant cette épidémie d'Ebola pour aider un peu le gouvernement, le ministère de la Santé là-bas pour circonscrire l'épidémie. Donc, vraiment, sous cette impulsion, tous les États ont commencé à travailler pour essayer d'apporter une réponse à cette épidémie, à ces épidémies d'origine animale. Et au Burkina Faso, à cette époque, chaque ministère de l'Environnement, de la Santé, chacun avait son propre système de surveillance et vraiment, il n'y avait pas de communication entre ces différents ministères. Et les acteurs, mm, quand ils avaient des informations concernant une potentielle épidémie, ils rapportaient l'information seulement à leur hiérarchie et il y avait vraiment peu de communication et d'échange entre ces différents trucs. Et en ce moment-là, les gouvernements ont commencé à s'intéresser à cette approche One Health et pour essayer de voir un peu comment euh, améliorer cet état.
Donc, c'est à ce moment-là que, sous l'impulsion de USAID, euh, nous avons pu mettre en place un premier projet qui s'appelle Major Evaluation. Et ce projet a démarré euh, le travail euh, de, d'implémenter l'approche One Health de façon digitale. Et ce travail s'est poursuivi après 2020 par un autre projet aussi de GSI, financé par l'USAID, qui est le projet Shisou dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce projet Shisou est le projet qui continue depuis 2020-2021 jusqu'à maintenant à renforcer ce système. Donc, à cette époque, comme je disais, le Burkina Faso s'est organisé avec toutes les forces vives de la nation pour essayer de déterminer un peu les zones prioritaires que le gouvernement devrait essayer de suivre à travers l'approche One Health pour permettre au pays d'être prêt en cas d'une potentielle épidémie. Et le pays a identifié 5 zoonoses, l'anthrax, on appelle aussi le charbon, la rage, la grippe aviaire hautement pathogène, la brucellose et la dengue. Et le gouvernement a aussi mis en place une structure gouvernementale pour pouvoir essayer de gérer un peu le One Health au niveau national. Donc, ils ont mis en place le Conseil national One Health, qui est rattaché au gouvernement, au Premier ministère. Et ensuite, ils ont créé le secrétariat technique One Health pour la santé et créé aussi des points focaux One Health dans tous les ministères et créé plusieurs commissions thématiques, environ 7, et puis au niveau déconcentré aussi, au niveau des régions. Et donc, nous sommes arrivés dans ce contexte, d'abord avec le projet Major Evaluation. Nous avons rencontré les différents ministères impliqués dans l'approche One Health, et donc le ministère de la Santé essentiellement, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère de l'Environnement. Et nous sommes allés les voir pour essayer de voir comment travailler avec eux pour leur permettre d'embrasser un peu cette approche One Health. Nous sommes d'abord rendus compte que ces ministères, soit n'avaient aucun système en place pour, de façon digitale, gérer la surveillance de ces maladies. Et pour le ministère de la Santé, où il y avait quand même un système digital sur place, ce système n'avait aucun lien avec les autres ministères. Donc, nous avons d'abord proposé de les aider, de les renforcer à pouvoir mettre en place des systèmes numériques pour leur permettre de faire cette surveillance. Et notre approche a été de leur offrir des outils qui vont leur permettre d'aider à, à implémenter leur travail quotidien, leur flux d'informations normal, en addition de la surveillance des zoonoses prioritaires. Donc, par exemple, pour le ministère de la Santé faisait déjà une surveillance des maladies à potentiel épidémique, donc avec ce qu'on appelle le TLO, qui est un rapport hebdomadaire, ça s'appelle Télégramme, lettre officielle hebdomadaire, donc qui est un rapport hebdomadaire que les différents districts transmettent au niveau national en appelant pour donner le nombre de cas de différentes maladies sous surveillance. Il y a une surveillance à base communautaire aussi qui était effectuée à ce niveau. Et les décès maternels, l'immunisation, la COVID, etc. Donc, nous avons proposé de leur mettre en place un système qui pouvait leur permettre de numériser tout ce processus qui était déjà en place. De la même façon, au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, ils surveillaient déjà environ 76 maladies et symptômes avec une base de données Access qu'on appelle le Resurrep, donc, et qui étaient essentiellement des maladies d'origine animale
et aussi l'immunisation animale. Donc, nous leur avons proposé de leur mettre en place aussi un système qui leur permettait plus robuste de pouvoir gérer tout ce flux d'informations. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y avait pratiquement pas, il n'y avait pas de base de données existante, mais ils utilisaient plus ou moins dans certains centres de recherche le comptage euh, de la faune animale, la gestion de la chasse, des jeux, etc., des patrouilles et la gestion des ressources humaines. Mais ils avaient un besoin vraiment de mettre en place quelque chose pour leur permettre de suivre cela. Donc, nous les avons appuyés pour mettre en place un système qui leur permettait de numériser, digitaliser tout ce travail qu'ils faisaient. Mais chose commune à tous ces trois ministères, c'est que nous leur avons dit, bon, nous vous appuyons pour mettre en place tous ces systèmes, mais euh, à une seule condition, vous priorisez la surveillance des 5 maladies prioritaires que le gouvernement du Burkina Faso a identifiées. Et donc, et en plus, dans cette collecte qui va se faire euh, au niveau de ces 5 zoonoses prioritaires, les données que vous collectez seront automatiquement partagées avec tous les autres ministères et accessibles à tous les autres ministères, y compris vous-même. Et donc, c'était un peu les thèmes du contrat. Et à partir de là, nous avons commencé à travailler. Et notre processus de flux d'information était vraiment démarré depuis le niveau communautaire avec ce que nous avons appelé la gestion des rumeurs. Donc, à ce niveau, nous avons aidé, il existait déjà un petit, un petit cahier des événements inhabituels qu'on a appelé la boîte à images. Nous avons édité cette boîte à images et intégré des dessins qui représentaient les zoonoses prioritaires, comment identifier ce genre de cas. Et donc, former ces agents de santé communautaire à identifier ces genres d'événements. Et donc, quand ils identifiaient ce genre d'événements, ils avaient la possibilité de pouvoir euh, ils avaient la possibilité de pouvoir transférer, de pouvoir notifier ces informations-là au niveau de du centre de santé le plus proche, ou bien au niveau des auxiliaires vétérinaires ou des éco-gardes. Et cela pouvait notifier ces humeurs, venir investiguer d'abord pour se rendre compte si l'événement était vraiment avéré. Et dans ce cas-là, ils pouvaient notifier dans la base de données, ce qui déclenchait une investigation au niveau national, qui faisait une investigation conjointe avec d'une équipe qui venait sur le lieu, faire des prélèvements, transférer les événements au laboratoire et le suivi des cas si nécessaire. Yeah. Donc, c'est ce flux d'informations. Désolé, j'ai oublié de traduire ce flux. De façon basique, au niveau communautaire, on a les agents de santé communautaire qui notifient soit le centre de santé, soit les éco-gardes ou les auxiliaires vétérinaires qui, eux, vont faire une investigation. Quand c'est confirmé, ils notifient le niveau central à travers la base de données, qui envoie une équipe conjointe de tous les ministères pour venir faire une investigation depuis le niveau district et faire les prélèvements, envoyer les informations au niveau des laboratoires et puis suivre les cas. Quand nous avons mis en place ce système, donc, ça s'est représenté de cette façon. Nous avons utilisé un outil qui s'appelle un outil logiciel libre que nous appelons le DHIS2, District Health Information Software, qui est un outil développé par l'Université d'Oslo et qui a été installé au niveau de chacun de ces ministères, configuré pour faire collecter les données qui leur sont propres, mais en addition, les 5 zoonoses prioritaires. Donc, chaque ministère a cet outil avec un dashboard customisé
à leur niveau pour leur permettre de suivre leur travail, mais en plus nos zoonoses prioritaires qui nous intéressent. Et donc, les données de chacun de ces ministères sont automatiquement transférées vers une quatrième base de données qu'on a appelée la base de données One Health, qui combine les données agrégées provenant de ces trois ministères et elle les représente sous forme de dashboards, de tableaux de bord digitalisés qui se met à jour automatiquement. Et nous avons déployé des écrans dans chacun de ces ministères où ils voient les notifications en temps réel. Et le système aussi, en cas de dépassement d'une certaine limite, euh, et envoie une notification à un groupe de décideurs pour les informer de la survenue potentielle d'une épidémie. Donc, et aussi, ça peut déclencher des enquêtes. Donc, je vais essayer ici de présenter un peu de façon résumée les différentes étapes d'implémentation que nous avons suivies pour mettre en place ce système. Donc, d'abord, appuyer le gouvernement avec d'autres partenaires internationaux comme la FAO, l'OMS, etc., pour la mise en place du comité directeur One Health. Travailler avec les ministères impliqués, évaluer les systèmes existants. Nous avons utilisé les outils comme le ICT Infrastructure Assessment, qui est un outil d'évaluation de l'infrastructure TIC au niveau de tous les centres de santé, mais aussi au niveau régional, district et national, pour voir quelles sont les possibilités du pays pour pouvoir faire de la digitalisation. En tout, nous avons mis en place une matrice de responsabilités qui a été quand même une sorte d'accord entre tous les partenaires de mise en œuvre dans le pays, de répliquer les bonnes pratiques qui auront pu être mises en œuvre par le projet. Et aussi, puisque le projet n'avait pas les moyens de couvrir tout le pays, donc euh, nous avons utilisé cette matrice de responsabilité pour inciter tous les autres partenaires à répliquer tout ce que nous avons fait dans les autres régions du pays. Donc, nous avons aussi mis en place un plan de renforcement de capacité qui nous a permis de travailler depuis le début avec les personnels des différents ministères impliqués dans l'approche One Health, depuis le développement des bases de données, la configuration, l'implémentation jusqu'à la fin. Et nous avons aussi, les avons soutenus pour participer à des formations d'épidémiologie de terrain pour leur permettre de pouvoir mener les investigations et le prélèvement des échantillons, etc., et la prise en charge des cas sur le terrain. Et nous avons aussi aidé à la mise en place de certains documents de gouvernance, comme une architecture d'entreprise One Health, des procédures standards opérationnelles pour la gestion du One Health, et aussi travailler avec le gouvernement pour avoir un hébergement local de tous ces systèmes que nous avons mis en place pour permettre aussi une appropriation du pays. Et par exemple, dans l'architecture One Health que nous avons mis en place, elle se présente un peu de la sorte. Donc, vous avez les différents ministères avec leurs bases de données, ministère de la Santé, ministère de l'Environnement et de l'Économie verte, ministère des Ressources animales et des Ressources halieutiques, qui ont leur version de DHIS2 et qui communiquent aussi avec les J'avais systèmes. l'habitude d'acheter ça. OK. Et ces différents systèmes sont automatiquement transmettent les informations sur les zoonoses prioritaires vers la quatrième base de données, qui est la base de données One Health, via une couche d'interopérabilité que nous avons mis en place. Et en cas de dépassement de certaines limites, il y a des notifications qui sont envoyées à des acteurs clés de ces ministères pour déclencher une investigation. Et le système de Si bon. santé le système de routine nationale aussi reçoit les informations de la quatrième base de données pour aider à la prise de décision.
Donc, en termes de technologie, ce que nous avons mis en place, c'est, comme je le disais tout à l'heure, mise en place de systèmes de gestion des données digitales spécifiques à chaque ministère, développement d'une couche d'interopérabilité qui automatiquement collecte les informations relatives aux zoonoses de façon agrégée pour les envoyer via une quatrième base de données qui est accessible par tous les ministères. La création d'un entrepôt de données One Health qui permet au pays de pouvoir gérer en temps réel et de pouvoir observer en temps réel la notification des cas et la personnalisation du système One Health pour la COVID-19, la COVID-19. Et spécifiquement pour ce cas, c'est comme on appelle une histoire à succès pour le Burkina Faso, puisqu'on avait déjà commencé depuis 2018 à mettre en place ce système. Quand la maladie à COVID-19 est arrivée en 2019, le pays était déjà prêt et a opté pour utiliser ce système pour traquer les cas de COVID-19. Et donc, le pays était déjà prêt et avait déjà une base de données, un des premiers pays à avoir une base de données digitale pour traquer les cas de COVID-19. Et cette base a utilisé aussi la couche d'interopérabilité pour pouvoir pour pouvoir suivre aussi la vaccination à la COVID et pouvoir générer les cartes de vaccination de COVID. Avant, cela prenait des heures, voire des jours pour pouvoir, depuis la vaccination, avoir sa carte. Mais avec cette intégration via la couche d'interopérabilité mise en place par le projet, c'est réduit en quelques minutes. Donc, c'est une histoire à succès aussi à mentionner. Donc, en termes de résultats pour le projet Shisu avec cette approche, nous avons, par exemple, en termes de surveillance à base communautaire, pu former plus de 2000 agents de santé communautaire dans 3 régions du pays euh, avec la boîte à images. Donc, je vous indiquais, donc voilà, par exemple, un exemple. Nous avons mis en place une plateforme électronique OneHealth qui a été utilisée pendant la COVID-19 aussi. Et nous avons pu mettre en place une couche d'interopérabilité donc qui a été d'abord mise en place euh, pour l'approche Une seule santé en intégrant les bases de données des différents ministères. Mais l'appropriation a tellement réussi au niveau du ministère au niveau du gouvernement du Burkina Faso que les différents ministères se le sont appropriés. Et le ministère de la Santé, aujourd'hui, conduit seul l'intégration de d'autres systèmes à travers la couche d'interopérabilité. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes de santé communautaires qui utilisent la couche d'interopérabilité pour échanger les données avec le système national de routine. On a des systèmes de laboratoire et tout cela se fait vraiment de façon autonome par le ministère de la Santé, ce qui est à saluer. Et pour finir, je vais vous présenter un peu une histoire à succès aussi qui a eu lieu autour de 2021. Ah, c'est courant maintenant au niveau du Burkina Faso, mais quelque chose au niveau de la boucle du Moun, donc dans dans la commune de Sibi, le 7 juin 2021, les populations ont commencé à noter une mortalité élevée de poissons dans la rivière Moun. Et les agents de santé communautaire ont utilisé le système pour notifier ces cas. Il y a eu une investigation conjointe de tous les acteurs. Et après cette investigation, euh, il a été mis à jour que la mortalité était due au déversement de cyanure par des mineurs artisanaux dans le fleuve, dans la rivière, qui a conduit à cette mortalité de poissons. Et ce système a vraiment mis en valeur l'efficacité de notre système.
qui a pu remonter la rumeur, déclencher une investigation, une confirmation et une investigation conjointe de tous les acteurs avec l'utilisation des laboratoires nationaux pour le faire. Et donc, en conclusion, ce que nous voulons mettre en œuvre, en exergue ici, c'est que pour arriver à une implémentation digitale efficace, une gestion multisectorielle de la surveillance des maladies et pour l'approche OneF a été clé au Burkina Faso et continue de progresser. C'est un processus continu, donc il ne s'arrête pas. Et le projet Chisou, soutenu avec les fonds USAID, continue de faire ce travail. Et je veux ici saluer l'équipe de Chisou pour ce travail qui continue de se faire tous les jours. Il y a aussi le soutien de l'USAID et d'autres partenaires qui ont permis de jeter les bases de cette vision. Et le ministère de la Santé qui s'est approprié ce travail et qui continue d'améliorer ce travail au niveau dans toutes les régions du pays. On doit encore étendre ce projet à toutes les régions, mais c'est un travail en cours. Et le partage des données s'est amélioré. Le cloisonnement des différents ministères, grâce à l'approche OneHealth, s'est amélioré et continue de s'améliorer. Mais bon, ce que nous espérons, c'est que cette approche puisse couvrir tout le pays pour que cette surveillance soit effective vraiment au niveau du pays. Donc, sur Merci ce, beaucoup, Romain. je vous remercie. Merci beaucoup, Romain. Une approche One Health, en tout cas, je pense que depuis Covid, c'est devenu une priorité pour beaucoup de gouvernements et même mondialement. Donc là, on va passer sans plus tarder à Jean-Pierre Girard, qui est avec nous ici en personne. C'était pas le type à l'OMS? Non, c'est toi d'abord. Puis on va Alors, terminer avec lui. je vais essayer de couper mon partage. Oui, c'est ça. Tu peux arrêter ton partage. Yeah, c'est bon. C'est bon? Mhm. Parfait, merci. Ouais. Oui, donc, bonjour, on va faire un saut continental, donc on va quitter l'Afrique et on va revenir en partie ici en Amérique du Nord et en Europe. Donc, je vous présente très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, une recherche internationale donc qu'on a intitulée La santé autrement. C'est sur des cliniques communautaires, donc dans une perspective internationale. Et vous avez à l'écran donc les différents partenaires de cette recherche. Donc, vous en avez ici à Montréal, à la fois du côté de l'Université de Montréal, où on se trouve en ce moment, et du côté de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, l'Institut Santé et Société, on en a du côté de la France, avec 3 pôles en France, l'Université de Reims en Champagne-Ardenne, l'Université Sciences Po, l'Université Grenoble-Alpes et l'Université Lumière Lyon 2. Et on a aussi un autre pôle de collaboration qui est du côté, cette fois-ci, de Bruxelles, donc l'École de santé publique de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Et depuis peu, là, on a amorcé aussi un nouveau pôle de collaboration du côté de la Suisse. Donc, on a comme partenaire le Geneva Forum, mais on a aussi l'Université de Genève, éventuellement, des gens qui sont rattachés à la faculté de médecine. Donc, qu'est-ce que vise cette recherche? C'est essentiellement de mieux faire comprendre et documenter des cas de cliniques communautaires, y inclut le virage numérique. Donc, Jean-Noël a pu vous exposer un petit peu plus tôt ce qui a été mis à jour dans les 3 études de cas qu'on a déjà produites, donc 2 cas au Québec et 1 cas en France, et à terme, favoriser une concertation entre ces cliniques
Et même, on a l'ambition de stimuler un changement d'échelle, donc ce modèle soit à vraiment un niveau plus significatif que ce que c'est actuellement dans les pays témoins. Donc, de quelle façon on travaille dans cette recherche? Essentiellement, c'est la réalisation de cas. Il y a des rencontres d'échange entre praticiens et acteurs terrain. Donc, on a déjà eu une rencontre en mai 2023 à Grenoble. Récemment, il y a quelques mois, on était cette fois-ci du côté de Genève et en début juin 2025, on va être cette fois-ci à Bruxelles, accueillis par des collègues de l'ULB. On a aussi des webinaires et des publications dont j'espère qu'on va en avoir des résultats, là, mais avec mon collègue Jean-Noël, on travaille avec beaucoup de détermination pour accoucher d'un article dans The Conversation. Jean-Noël est à côté de moi, mais c'est ça, ça fait quelques semaines. On a espoir que ça va être disponible, ce texte-là, qui est, vous le savez, une rubrique de vulgarisation des savoirs universitaires dans une langue un peu plus journalistique. Et il y a déjà une entente aussi avec les presses de l'Université de Reims pour publier un livre dans la collection Ressort, donc qui est une collection dédiée à des ouvrages en économie sociale et solidaire, donc publié par ce réseau de l'université qui est dans le Grand Est de la France. Donc, la prochaine planche, et là, je vais changer un petit peu de vitesse, je vais ralentir parce que c'est vraiment le commun dénominateur, le fondement de nos travaux de recherche. Donc, qu'est-ce qui caractérise les organisations qu'on étudie dans ces différents pays? Premier élément, donc, c'est une approche de première ligne, donc différent du modèle hospitalo-centrique. Donc, c'est vraiment de dire qu'on a que ce soit des cases santé, que ce soit des centres de santé, des cliniques de santé, c'est vraiment des structures de première ligne, donc avec une grande proximité avec les populations avec lesquelles elles travaillent. Ces organisations se caractérisent également par une approche multidisciplinaire. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on remet en question l'approche biomédicale. Donc, une seule profession qui sait tout, qui peut tout régler. Donc, cette idée d'une approche multidisciplinaire, c'est de faire appel à des compétences variées. Et on est beaucoup en ce moment avec un œil plus attentif sur une nouvelle profession qui a une dénomination différente selon les pays. Ici, au Québec, on appelle ça des infirmières praticiennes. En France, en Suisse, on parle d'infirmières de pratique avancée. Donc, vous le voyez, c'est une nouvelle déclinaison, je vous dirais, de la profession d'infirmière et qui permet d'aller plus loin que le rôle traditionnel d'une infirmière. Mais quand on parle d'approche multidisciplinaire, c'est aussi de mobiliser d'autres professionnels, des psychologues, des ergothérapeutes, travailleurs sociaux, des organisateurs communautaires, etc. Refus du paiement à l'acte. Paiement à l'acte, vous le savez, qui est malheureusement trop généralisé dans plusieurs pays, essentiellement un mode de rémunération des médecins. Donc, les structures qu'on étudie, il y a bien entendu dans le personnel des médecins, mais qui ne sont pas payés à l'acte. Ils sont payés soit sur un mode de capitation ou plus souvent sur un mode salarial, ce qui permet au jour le jour d'allonger le temps consacré à chacun des patients, ce qui est quand même important. Il y a un refus aussi de la lucrativité. Il y a un très gros débat en ce moment ici au Québec sur à quel point les structures lucratives perversent littéralement notre système de santé. Et c'est le cas aussi, j'étais récemment en France, en Suisse, l'essentiel de la structure assurantielle est aussi privé à but lucratif. Donc, les structures qu'on étudie, il n'y a aucune lucrativité dans ça. On travaille avec des budgets, mais la finalité, ce n'est pas de dégager le rendement maximal sur le capital investi. On note aussi des liens forts avec le milieu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'empowerment des parties prenantes. Et ça inclut, bien entendu, les populations locales. Donc, les structures qu'on étudie, de quelle façon elles peuvent contribuer non seulement à rejoindre ces populations, mais à encourager ces populations-là à jouer un rôle actif dans l'organisation. Et vous allez voir quelques planches plus loin, ça s'appuie quand même sur des grands consensus internationaux, l'idée de mettre l'accent sur cette dimension-là. Avant-dernier point, prise en compte des déterminants sociaux de la santé. Ça fait déjà, mon doux, presque une quinzaine d'années que l'OMS a publié son rapport
sur les déterminants sociaux de la santé, mais il y a encore une conception assez étroite de la santé qui résume tout ça à ce que j'appelle le syndrome de la pilule magique. La pilule va régler tous les problèmes. On est à des années-lumière d'une, je dirais, une conception avant-gardiste de la santé. Donc, les organisations qu'on étudie mettent de l'avant cette approche des déterminants sociaux de la santé, le fait que la santé, ce n'est pas le seul résultat des ressources en santé, mais c'est aussi de l'environnement, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi les changements climatiques. On est tous exposés à ça. Donc, c'est une approche qui est vraiment différente de ce qu'on appelle la santé. Et finalement, l'ouverture vers des populations marginalisées ou laissées pour compte. Donc, c'est cette perméabilité qu'on a à l'égard d'individus qui, autrement, n'ont pas leur place dans le système de santé, mais en même temps qui ont des besoins importants. Donc, ce projet de recherche, vous l'avez à l'écran. On a cette équipe en France, je me répète, là, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc Laetitia de Tiguieux, Alexandrine Lapoutre et Amélie Artis. En Belgique, Céline Mailleux et Jacques Moriot. Ici au Québec, avec mon collègue Jean-Noël Ikema. Et en Suisse, Éric Comte et Michael Audet. Cette équipe en Suisse, en passant, n'est pas terminée. Là, j'étais à Genève il y a quelques jours et on travaille à la compléter avec des gens de l'Université de Genève. Et du côté de l'Afrique, donc, vous avez entendu un petit peu plus tôt dans cette présentation Willy Tadjoud. Donc, Willy est pas mal en soliloque en ce moment, ce qui en fait beaucoup pour une seule personne en Afrique. Donc, je profite de cette exposition aujourd'hui pour lancer un appel. On aimerait bien compléter une équipe un peu plus, je dirais, nombreuse du côté de l'Afrique, mais il y a un deuxième message plus significatif. Pour l'Afrique, ça fait des mois qu'on est à la recherche de fonds qui nous permettent de démarrer nos activités de recherche. Et je vais être bien franc avec vous, on n'a toujours pas trouvé ces fonds de départ. Donc, si quelqu'un qui nous écoute actuellement a des idées, n'hésitez pas à me faire signe. Je vais être extrêmement heureux, mais vraiment très, très heureux de pouvoir mettre en œuvre ces travaux de recherche en Afrique parce que c'est vraiment la pièce manquante actuellement de ce travail, vous le voyez, qui est essentiellement axé sur 4 territoires du Nord et on considère quand même qu'il y aurait quoi à faire en Afrique. On pense en particulier à 2 territoires, là, à 2 pays où on sait qu'il y a des activités intéressantes, donc du côté du Mali, où depuis une quarantaine d'années, il y a un réseau de cliniques communautaires qui s'est développé, et aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, je le répète une deuxième fois parce que c'est un peu ça l'éducation répétée. Si quelqu'un a une idée pour trouver des fonds pour démarrer des activités en Afrique, n'hésitez pas à écrire-moi, je vais être très, très heureux, je vais me rappeler de votre nom. Donc, sur quoi s'appuient les travaux qu'on mène actuellement? J'ai résumé ça avec 4 grands consensus internationaux parce qu'on n'est pas désincarné, évidemment, de ce qui définit en ce 21e siècle ce qu'on appelle la santé. Donc, le point initial, c'est cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui avait été adoptée en 1948 à Paris. Et une des dispositions de cette déclaration, c'est de dire toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Donc, c'est un point de départ. Vous me direz, entre cette affirmation et où on en est, il y a une immense fossé à combler, mais ça reste quand même, je crois, une référence incontournable, cette déclaration de 1948. Deuxième événement, vous le voyez, une trentaine d'années plus tard, cette fois-ci, on est dans l'ancienne URSS, donc une ville qui s'appelle Alma-Ata. Donc, c'est une conférence de l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette déclaration? Un état complet de bien-être physique, mental et social est un droit fondamental et suppose la participation de nombreux secteurs socio-économiques autres que celui de la santé. Donc, c'est cette prise de conscience que la santé ne se résume pas seulement aux acteurs du système de santé, que ce soit les hôpitaux, le ministère de la Santé, mais doit interpeller un nombre d'acteurs beaucoup plus significatif. Quelques années plus tard, on revient ici au Canada, donc dans la capitale canadienne, Ottawa. Donc, c'est l'adoption de cette fameuse, je dis fameuse parce que c'est un incontournable pour ceux et celles qui s'intéressent à la promotion de la santé, la Charte d'Ottawa. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette fameuse charte, et que vous pouvez trouver d'ailleurs sur n'importe quel moteur de recherche sur la grande toile? C'est l'importance de la promotion de la santé, mais aussi du renforcement de l'action communautaire. En d'autres mots, oui, c'est bien de s'engager en promotion de la santé, mais il faut être capable de mobiliser la communauté pour qu'elle-même puisse partager ses sensibilités, ses enjeux par rapport à ce qui doit être fait dans un milieu donné sur la promotion de la santé.
Et finalement, 2008, je le disais un petit peu plus tôt, c'est le rapport final sur les déterminants sociaux de la santé, donc qui a été déposé par la commission qu'avait mis en place l'OMS. Et qu'est-ce que ça nous dit en résumé, ce fameux rapport? C'est les facteurs qui influencent la santé des individus dépassent largement les seuls services de santé. Je veux juste vous rappeler pour votre information que selon différentes évaluations, on estime que les ressources en santé contribuent à un maximum de 20% de la santé des individus. Donc, vous le voyez, ça nous interpelle pour regarder d'autres déterminants, notamment les questions de logement. Ici, à Montréal, on vit une crise absolument incroyable en matière de logement de qualité à coût abordable. C'est aussi des questions d'environnement, c'est aussi des questions de pollution, etc., etc. Donc, dans quelle mesure on est capable de composer avec ces indicateurs pour avoir une bonne appréciation des éléments qui vont déterminer la santé des individus. Et je termine avec cette dernière planche. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur cette recherche, donc j'ai eu le plaisir avec cette recherche de faire la une du bulletin électronique de l'Université du Québec à Montréal récemment. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien et vous pourrez en savoir un petit peu plus sur cette recherche. Et je vous rappelle, pour la troisième et dernière fois, si vous avez des idées pour le financement des activités en Afrique, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais être très heureux d'être en contact avec vous. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci énormément. Bon, il a lancé l'appel. Je pense que tout le monde l'a entendu et j'espère qu'on aura de bonnes réponses, aussi bien pour soutenir la recherche en Afrique, mais aussi pour des idées de financement pour les projets en recherche communautaire, pour les teams communautaires. Alors, notre dernière présentation sera celle du Dr Monene qui est le responsable, comme je disais, stratégique de la vision stratégique de la santé numérique en Afrique de l'OMS. Et avant toute chose, je vais préciser qu'il parle en anglais. On va essayer de mettre les sous-titres pour aider à la traduction. So, Monene, you're up. You can please share your screen now. Oh, you're on mute. Please unmute yourself. Merci beaucoup à tous. I was speaking in good French, so I'll switch to English now. Thank you very much, and want to thank the presenters who have presented remarkable work on digital health. And this presentation will conclude the set of discussions that have already taken place from WHO's perspective. Just want to confirm that you can see my screen and that you can hear me. I'm presenting from Lusaka, Zambia, where internet is unstable. I'll pause to hear a confirmation. Priscilla, if you can confirm that you can see my presentation and that you can hear me clearly. Yes, we can. Thank you. Merci beaucoup. Yes, we can. The World Health Organization has thanked all the players and partners in making digital health a reality today. Our Director General once mentioned that the future of health is digital. And this statement he made before the WHO Executive Board introduced the global resolution on digital health. And so we thank all the speakers for actually making this a reality and ensuring that we can achieve universal health coverage using digital health. WHO's activity and engagement on digital health is now reaching 20 years. We started off with a resolution on e-health in 2005. Then we went into a resolution on interoperability in 2013. The African region in 2013 also had a resolution on e-health standardization and e-health solution. This was put in place by the Regional Office for Africa. Then finally, we had the Global Digital Health Resolution that gave birth to the Global Strategy on Digital Health. We are excited to be able to announce in this webinar that the 20 years of e-health and digital health are culminating into other global resolutions in 2025. For example, the 20-year United Nations
framework on the use of ICT will be reaching 20 years also next year. The global strategy on digital health will be reaching its 5-year mark next year. Member states have also put in place this year at the UN General Assembly a global digital compact, and this makes e-health and digital health a critical area of investments to fast-track the Sustainable Development Goals. We just came from the United Nations Summit of the Future, where the Global Digital Compact was announced. I want to take a moment here to thank member states, specifically Zambia and Sweden, who proposed or who led the negotiations on the Global Digital Compact, and also Namibia and the Republic of Germany, who led the negotiations of the Pact for the Future. A key area of focus in the Global Digital Compact negotiated by Zambia and Sweden is what is now termed as global digital infrastructure. Global digital infrastructure in the coming years will be an area of focus. For example, we just supported Cameroon 2 months ago, working with our partners on unique ID mechanisms. Unique ID is a foundation on digital public infrastructure. We in health depend on identifying people uniquely so as to associate health interventions. And so in Cameroon 2 months ago, we worked with the Ministry of Health and WHO office there with the partners to begin to introduce digital public infrastructure that enables scaling of digital solutions. At the UN General Assembly, we also had a multi-stakeholder dialogue with all partners on the implementation of a digital public infrastructure. I want to pause to recognize that, like you've heard from the different speakers, countries get digital health. Countries get the value of digital health. The biggest challenge we now have is scaling, rapidly scaling digital solutions so that they leave no one behind. And so at WHO, we use 7 pillars to support scaling, which you can see in front of you. 7 pillars include strengthening national leadership and governance. For example, in Kenya, Kenya just released a national digital health law to demonstrate the interest of the Kenyan government in legislation. The leadership that the Kenyan military led in this act was very fundamental. We also emphasize funding, and which is strategy and investment. And a number of countries have been able to allocate funding for digital health. And for example, Zambia has been able to allocate substantial financing for their digital health program. Services and applications is a key pillar, which is what we've heard in this meeting, including telemedicine, electronic record systems, and many African countries have been succeeding in applications for digital health. Examples would include Cape Verde with a telemedicine application, Senegal with a mobile health application, Ghana with their national telemedicine program, Rwanda with the health information systems national program, Zambia with the national electronic record system called SmartCare, South Africa with the tool called MAMConnect. These tools need a foundation to scale. And then is standard and interoperability, which enables connection of digital solutions. There comes infrastructure, legislation, and health workforce capacity, which is the training that is needed for health workers to use digital solutions. The global strategy on digital health is a foundation on these 7 pillars because it lays 4 objectives to enable countries to focus on key areas. The strategy itself is about making sure we leave no one behind using digital. The 4 pillars of the strategy include collaboration and partnerships, like this forum. We'd like to congratulate the organizers on this forum because it fosters collaboration of all actors. Second objective is around making sure that countries have national digital strategies. Then thirdly, it's about governance, leadership, governance on digital health. And then lastly, it's about people-centered health services.
With these 4 objectives, we are thankful to partners such as the IQVA that conducted an assessment to determine the penetration of digital health in the African region. The screen you see shows the level of maturity of African countries in as far as digital health is concerned. And as you can see, countries are floating upwards in the maturity of digital health interventions. On the next slide, you see the number of strategies that African countries have been able to develop. With Kenya, for example, moving into the 3rd strategy, if I'm not mistaken, Zimbabwe, Malawi, and others. So countries are progressing in terms of renewing their strategies so that they're fit for purpose. So we thank partners, including IQVIA, for such an assist, and that WHO, we have established a national repository of digital health strategies. A tool that we like to share, which we're working with Health Enabled, is called the Global Digital Health Monitor. As you can see on this slide, a number of countries have registered entries in the African region in Global Digital Health Monitor. And what is the monitor about? The monitor is around measurement of the 7 pillars in terms of progress of fulfilling the indicators in the 7 pillars. Most countries are on level 3. And the measurement is focused on 5 pillars. And so most countries are on level 3 on a scale of 1 to 5. And as you can see, the African region is more or less at par with other regions in terms of digital maturity. The 7 pillars of measurement are on your screen. The most advanced pillar is leadership and governance, as shown in the slide with national strategies. The weakest pillar is workforce. Workforce in terms of digital health skills for health workers. And that's one of the key areas of focus of the African resolution on e-health of 2013. I want to conclude by indicating some of the innovative approaches WHO is undertaking in terms of amplifying digital health globally and also regionally. We're thankful to the G20 presidencies of Saudi, Indonesia, India, Brazil, and now South Africa. The 4 presidencies that you see here focused on using digital health for fast-tracking the health-related sustainable development goals. And with the India G20 presidency, we launched a global initiative on digital health that focuses on alignment on digital health interventions, empowering countries with the use of standards, focusing on interoperability, local capacity, financing, and minimization of fragmentation. Zambia and Bangladesh are focus countries in this initiative that has 4 pillars. This initiative is all about making sure that we can leapfrog, that we can fast-track the uptake of digital health implementations in countries. The initiative is called the Global Initiative on Digital Health. The Global Initiative on Digital Health is your initiative. It's a global initiative, and we encourage all to visit this particular platform. It has a number of resources for private, public, academia, and all other partners. And so whilst we recognize that there are a number of digital health solutions being supported, time is now to align, support, and also facilitate the interventions. A number of partners are already in line in terms of this initiative. The picture you see on the bottom left was a meeting in Kenya, which focused on 15 African countries on digital health governance. That is what the Global Initiative on Digital Health is all about. This meeting itself is a kind of spirit that the Global Initiative on Digital Health is actually promoting. It's really 4 pillars: focus on countries, engaging countries with available resources, providing countries with resources to fast-track the transformation, and supporting convenings like this particular meeting that we are at. At the end of the day, the initiative is really focused on fast-tracking universal health coverage, making sure that people have better health and well-being, and that we can actually attain the health-related SDGs. There is a committee and a framework of work that I will not go into, but I just want to pause by thanking the previous speakers and also the organizers of this particular meeting, plus you, the participants, for your active participation. Our goal is to ensure that we can use digital to fast-track the health-related SDGs, but more importantly, to improve better health and well-being of the people of the world and also the people of Africa.
Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi, Dr Mounene. Merci énormément. Je pense que c'était une bonne façon de terminer ces présentations en nous montrant un peu au niveau mondial, ce que l'OMS pourrait faire pour soutenir et quelles sont les stratégies qui sont mises en place en termes du numérique. Alors, on a beaucoup de questions dans le chat actuellement. Je pense qu'on va commencer à regarder et commencer à sortir les questions. Mais déjà, je vais commencer par remercier tous les panélistes. Merci pour ces excellentes présentations sur des sujets variés et qui forcent à réflexion sur actuellement la santé numérique et comment vraiment on peut l'utiliser ou à notre avantage pour améliorer les soins de santé et l'accès aux soins, et pas seulement en Afrique, mais partout et dans toutes les zones un peu en problématique avec les problèmes les systèmes de santé. Alors, je vais voir déjà dans la salle s'il y a des questions en présentiel avant que je commence à regarder le chat. Ah, OK. D'autres questions dans le chat? Bon. Donc, on va commencer par les premières questions. On va aller quand même en ordre. On va essayer d'être équitable. Alors, on a déjà une question qui commence par comment assurer, et je pense que cette question, elle est dirigée vers Willy. Alors, comment assurer la sécurité et la confidentialité des données de santé dans un contexte de conflit armé? Alors, la question est assez délicate. Je remercie déjà le participant pour la question. Il faut dire déjà qu'en période normale, il n'est pas évident de protéger les données de santé. Ce n'est pas évident de les protéger en période normale. Parce qu'on ne doit pas mettre un gendarme derrière tous les médecins ou derrière tous les praticiens. Il y en a qui vont toujours se perdre et qui pourraient arriver toujours à commettre les erreurs. Les erreurs peuvent arriver et il faudrait traiter souvent cela au cas par cas. Donc maintenant, dans un contexte de guerre, de conflit armé, la situation devient plus difficile et ça devient incontrôlable. Et quand c'est incontrôlable, il est compliqué après de pouvoir définir les responsabilités en cas de fuite des informations, en cas d'usage frauduleux des informations ou en cas justement de diffusion malsaine de ces informations-là. Donc, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, mais peut-être qu'il faudrait simplement suspendre le système de stockage numérique pendant la période de conflit. Mais qui le fera quand personne n'a le contrôle de la situation dans une période de conflit armé? Donc, je suis désolé, mais la question est difficile, embarrassante, mais il faudrait maintenant voir après le niveau du conflit armé. C'est un conflit armé qui est simplement interne. Peut-être que les choses sont encore contrôlables, mais si c'est un conflit avec des ramifications extérieures, là, ça pourrait devenir encore plus compliqué. Mais de toutes les façons, même s'il y a un conflit armé et que ces données sont mal utilisées ou bien qu'il y a des infractions qui ont été commises, quand la paix reviendra, des procès pourront être ouverts et les responsabilités définies pour punir ceux qui ont commis les infractions, parce que la loi restera la loi, après tout, quand les règles, quand la paix sera rétablie. OK. Merci beaucoup, Willy. Je ne sais pas s'il y a un autre intervenant qui aurait des réponses. J'avais envie d'ajouter quand même, pas uniquement dans les conflits armés, parce que dépendamment même de la technologie, parfois il n'est pas évident de savoir comment est-ce qu'on protège en réalité la sécurité des patients. On le voit beaucoup, notamment avec les nouvelles avancées technologiques, là, avec l'intelligence artificielle, etc. On demande aux praticiens de ne pas utiliser certains algorithmes d'intelligence artificielle pour avoir et comprendre en fait les états de patient, mais les gens le font quand même. Ils utilisent en fait des algorithmes tels que ChatGPT, etc., juste pour comprendre et prendre mieux en charge leurs patients, même si ce n'est pas des données personnelles parfois qui sont inscrites directement dans ces logiciels-là. Ça témoigne, par exemple, s'il y a une utilisation à grande échelle de ces logiciels dans un centre hospitalier, par exemple, on peut avoir une idée du type de pathologie, du type de thérapeutique, du type de trajectoire qui sont intéressantes pour ce type de centre hospitalier. Et donc, on a la difficulté à la fois d'avoir une responsabilité individuelle en termes de sécurité des patients, une connaissance des technologies aussi pour pouvoir comprendre en fait les enjeux de sécurité. Et donc, c'est quelque chose qui est assez évolutif et c'est un apprentissage continu là pour pouvoir assurer la sécurité des données de patients. Mais c'est des défis qui sont d'actualité et qui ne relèvent pas uniquement en fait parfois des zones en guerre. OK. Alors,
Pour continuer dans cette question de comment faire pour assurer la sécurité, puis aussi des situations un peu conflictuelles, il y a une question qui ressort sur, et celle-là, je pense qu'elle est dirigée un peu à tous, donc je vais aussi poser la question en anglais, juste pour que Dr. Mounene puisse contribuer. Mais c'est quelle stratégie vous recommandez pour mettre en place des infrastructures de santé numérique dans les zones à faibles ressources? Je pense que la santé communautaire, souvent, ça arrive dans les deux. Donc, quelle stratégie vous recommandez pour mettre en place des infrastructures de santé numérique à ce moment, selon votre expérience? In English, yeah, for sure. So, what strategies would you recommend to implement, si je prends mon anglais là, e-health infrastructures in areas where there is low income, like low income or low resources? So I can let you, Dr. Mounene, start with that, and then we will go with other panelists. Thanks. Merci beaucoup pour la question. I will respond in English. Thank you so much. Firstly, at WHO, we are really focused, consistent with our vision on reaching the unreached, on reaching marginalized populations, on reaching the vulnerable. And so digital health is a key contributor to ensure we reach the unreached, so to say. And so we have seen tremendous potential on digital to connect the individuals that are not connected. And it all begins by ensuring that we connect with the infrastructure that those individuals are actually using. For example, mobile health. Mobile health has been a tremendous enabler of connecting marginalized populations to the health system. And so we have been using mobile health with the International Telecommunications Union in Senegal to reach populations with expert care using artificial intelligence that leverages the mobile network. In South Africa, again, they have used mobile connectivity to support connection of mothers to the health system. And in Cape Verde, they have used telemedicine using the internet services to reach populations that would otherwise not be reached. So using appropriate technology that is consistent with the people's experience. And then secondly, making sure that these interventions are in the national strategy for purposes of sustainability. This can ensure that we're able to reach the unreached and fast-track universal health coverage. Merci beaucoup à vous. Merci, Dr. Mounene. Alors, je vais passer la parole peut-être à Jean-Pierre aussi. Oui, quoi dire, c'est... Well, I'm going to switch in English, Dr. Mounene, because I think that also concerns WHO, because I understand what you're talking about with this idea of promoting a digital tool, but keeping in mind some very poor country. And, you know, we're facing the same situation over here with the three case study that we done with the two organizations in Quebec and the one in France. You know, it's the idea to avoid any kind of digital fracture. You understand? So we want to be sure that the people can have access to health resources, even if they don't have the capacity to deal with the technology. So for us, and I'm talking again about situation over here in Canada and in France. So we try to figure what that can mean if we looking for very poor country. You're talking about, I don't know, Bangladesh or I don't know, a few African country. So it means that at least poor people need to have enough resources, you know, to to buy a mobile phone. Otherwise, it's a dead end. I don't know. It's a first it's a first reaction about this question. OK. Notre expert en transformation numérique, quelles sont les stratégies? Mais en termes de stratégie,
c'est vrai qu'il faut partir de ce qui est existant pour renforcer ce qui est existant. Et bien entendu, si les gens utilisent déjà des téléphones, partir de ce principe, etc., pour pouvoir renforcer l'existence, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le problème aussi, c'est que quand on n'a pas suffisamment de maturité numérique à l'intérieur, les gens prennent ce qu'ils peuvent trouver. On a parlé tout à l'heure de sécurité, mais c'est un défi qui va se retrouver, par exemple, au Brésil, en Afrique. Les gens vont utiliser des applications ouvertes, de messagerie ouverte, pour communiquer entre eux sans se retourner vers la sécurité de ces données-là, parce que c'est leur seule façon de communiquer. Alors, on peut renforcer cela parce que ça renforce un peu un certain niveau de collaboration en utilisant des outils numériques. Mais quel est l'enjeu qu'il y a pour moi d'utiliser, par exemple, WhatsApp pour envoyer des images, radio, discuter avec d'autres praticiens? Et ce n'est pas uniquement en Afrique que ça se fait. Moi, j'ai rencontré des collègues brésiliens qui racontaient exactement la même histoire. Ils utilisent WhatsApp. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que les données sont stockées? Comment est-ce que les données pourront être réutilisées, etc. Ce genre de questions, on n'a pas la possibilité d'y répondre. Donc, comment est-ce que l'on soutient aussi, en fait, les pays à faible revenu pour avoir suffisamment de recul par rapport, nous savons vers quel type d'outils nous retourner pour pouvoir les implémenter chez nous parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour pouvoir supporter tout le processus. Et donc, il y a beaucoup d'outils open source qui sont disponibles. Le but n'est pas d'aller payer un dossier médical à plusieurs milliards de dollars pour pouvoir l'implémenter, mais partir d'outils open source. Une communauté aussi participe déjà à construire, supporter ce type d'initiative-là pour créer des talents localement qui participent à cette transformation d'outils numériques-là. Je pense aussi que c'est une façon de supporter en fait la transformation numérique dans les pays à faible revenu. Mais je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle aussi qui voulait réagir, là. Donc je vais laisser la parole ah oui, à Hassan. Merci infiniment, c'est vraiment très, très intéressant. Je ne sais pas si vous entendez. Venez, Approchez-vous pour parler, que les gens vous entendent. Peut-être que ça soit toujours derrière. On a une réaction de la salle, donc merci beaucoup pour la présentation ensemble. Et en fait, là, j'ai mal montré. J'ai juste les noms parce que j'ai pas envie d'écorcher les noms des gens. La première question, c'est pour Willy et Dr. Touré. C'est ça? Oui, en fait, je pense qu'au niveau de la question des données que je lui ai soulevée, il faut aussi, c'est ma question en même temps, c'est la question de toute la question aussi aujourd'hui de l'économie numérique de ces données-là. Et toute la question de la technopolitique de ces données-là, par exemple dans les pays en développement, j'aime pas ce mot-là, mais je l'utilise. Tout à l'heure, c'est une de mes questions sur la question de la gouvernance des données. Aujourd'hui, on voit par exemple dans le développement international, sans citer aucune agence ou aucune fondation, c'est qu'il y a énormément d'argent qui arrive, mais il y a aussi toute l'influence des lois locales sur l'utilisation de ces données-là. C'est des processus d'extractivisme qu'on connaît depuis en économie depuis très, très longtemps. Ce qui fait que c'est quoi vraiment la marge de manœuvre, ce que Jean-Noël avait soulevé tout à l'heure, c'est quoi la marge de manœuvre de ces pays-là donc à définir leurs propres lois, leurs propres stratégies locales, parce qu'on est quand même dans des perspectives de programmes verticaux, on le voit même en télésanté, dossiers électroniques, etc. Et là, ça m'amène ma question sur le projet au Burkina Faso avec l'ESN. Je suis étonné par comment ça a été défini la priorité des zoonoses, les 5 zoonoses ou 6, parce que, par exemple, je suis curieux, il n'y avait pas Ebola, il n'y avait pas la salmonellose zoonotique, et je pense, ça veut dire que c'est quand même des processus, on sait très bien, le processus décisionnel de sécurité nationale des pays du Nord, parce que quand on regarde la grippe aviaire, la dengue, l'anthrax, etc., etc. Et là, je reviens justement à cette question-là sur la souveraineté des données, parce que vous avez dit que les données vont être hébergées localement. Oui, mais en même temps, il y a aussi la question de l'extraterritorialité de la loi américaine. Donc, à quel point le Burkina Faso est vraiment souverain sur ces données-là? Donc, c'est ma question justement, et pour moi, c'est l'un des fondamentaux si on veut vraiment créer des stratégies au niveau local dans ces pays-là. Parce que moi la meilleure stratégie de santé numérique, c'est probablement ne pas utiliser le numérique. Merci beaucoup. Donc, vous avez entendu la stratégie ne pas utiliser, mais je vais laisser donc Jean-Noël et Romain. Mais commençons par Romain. Il y a eu beaucoup de questions adressées là, donc allez-y. OK, merci. Merci beaucoup pour les questions. D'abord, la première question qui concerne pourquoi est-ce que Ebola, par exemple, ne se trouve pas dans les 5 zoonoses. Je pense que la réponse va aussi de pair avec
la souveraineté des gouvernements. Donc, dans ce cas particulier du projet au Burkina Faso, le projet Major Evaluation CHISO appuyé par USAID n'a pas eu d'impact sur la décision de choisir les 5 zones prioritaires. Donc, comme j'ai dit, après dans la période d'Ebola, les gouvernements de presque tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest ont fait comme on appelle, des conférences One Health où ils se sont assis, décidés de quelles étaient les menaces et les maladies prioritaires pour le pays à surveiller. Et c'est de façon souveraine, interne, que les pays ont choisi leurs différentes zoonoses. Nous sommes arrivés et nous sommes focalisés à appuyer ce que le gouvernement avait décidé. Donc, ils avaient décidé ces 5 zoonoses. Nous avons continué à appuyer ces 5 zoonoses. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas Ebola dedans, parce que c'est ce que le gouvernement a choisi. De deux, est-ce que le gouvernement est souverain? Est-ce qu'il n'y a pas d'impact avec les données qui sont utilisées? Je dirais, je ne sais pas pour les autres, mais au Burkina Faso, comme on l'a dit, chaque ministère était souverain. Les systèmes que nous avons bâtis pour les ministères, c'était avec eux, avec leurs techniciens, les informaticiens, depuis le début jusqu'à la fin. Les systèmes qu'ils ont mis en place sont gérés par eux, ils sont administrés par eux, avec l'appui de nos techniciens s'ils ont besoin d'appui technique. Les systèmes sont hébergés au niveau du Burkina Faso par l'ANPETIC, qui est une agence nationale pour la gestion des TIC, qui a des professionnels en matière de sécurité et d'administration des serveurs. Ils ont un data center à leur niveau et c'est eux qui hébergent ces outils que nous avons mis en place, ces plateformes DHIS2, et qui les gèrent. Vraiment, le projet JISU n'a pas accès externe à ce projet, à ce truc-là. C'est vraiment pas le ministère de Burkina Faso qui partage ces données s'il a envie de partager, mais le gouvernement est vraiment souverain sur ses propres données. Et l'ANPETIC a des professionnels. Au niveau du ministère de la Santé, on a la DESIS aussi, qui est très outillée, qui a des professionnels dans le domaine et qui est experte dans l'implémentation de ces outils DHIS2 qui maîtrisent bien l'outil. Et comme je l'ai dit, ils sont tellement autonomes qu'ils sont en mesure de pouvoir modifier, implémenter de nouvelles trucs, intégrer les systèmes avec les outils que nous avons mis en place. Et pour finir, la 4e base de données, la base de données One Health, prend seulement des données agrégées. Donc, les données sont déjà, il n'y a pas besoin d'anonymiser parce que c'est des chiffres. Les données individuelles qui sont dans les bases de données sont gérées par chacun des ministères à son propre niveau et gérées par l'ANPETIC. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci. Merci beaucoup, Romain. Ben, on a la chance d'avoir en fait Silabri, qui Exactement. était directeur des systèmes d'information du Burkina Faso pendant longtemps. Donc peut-être qu'il va nous faire un commentaire par rapport à ce qui a été mis en place et compléter cette observation. Oui. Oui, et justement, Si tu peux peut-être te rapprocher, Sila. Juste pour... oui, bonjour à tous. Romain, salut. On se connaît très bien, on a beaucoup collaboré. Et je connais très bien ce projet. C'est juste pour appuyer ce que Romain a dit. Je suis médecin, j'ai travaillé longtemps dans le système de santé au Burkina. Et comme il a dit, au fait, les 5 zoonoses, ce sont les zoonoses au fait, à surveillance obligatoire au Burkina. Et comme il a très bien dit, avec l'arrivée de la COVID-19, ce système a été choisi automatiquement pour inclure. Donc, ce n'est pas fermé. Ce système a la chance d'être évolutif, c'est-à-dire même si aujourd'hui le pays décide d'ajouter d'autres maladies à surveillance, c'est facile et puis on continue. Quant à la souveraineté, bon, le Burkina Faso a la chance d'avoir ce qu'il a dit là, le cloud gouvernemental. Ça a été mis en place par le pays. Je me dis que le seul risque qui peut exister avec les données, c'est surtout la capacité du pays à gérer la sécurité de ces données.
de ces serveurs. Sinon, les données ne sont pas externalisées, comme il a dit, et c'est hébergé au pays. Et j'ai très bien aimé ce qu'il a dit concernant la stratégie d'implémentation des technologies dans les pays africains. Et il a très bien dit, il faut peut-être laisser les pays de définir eux-mêmes leur stratégie parce que Dr Mounene l'a dit et puis Jean-Pierre a soulevé un défi qui est très important, notamment la fracture numérique. Et moi, j'aime prendre l'exemple sur le système malien. Ils ont ce qu'ils appellent les agents de santé communautaires qu'ils ont pris, qui font des soins dans différents paquets d'activités porte à porte. Donc, ces gens, quand même, ils sont un peu outillés, équipés et formés. Et je me dis que cette stratégie vient de la stratégie de l'initiative de Bamako. Je m'attendais à ce que Jean-Pierre le cite après la conférence de Alma-Ata. Voilà. Donc ces agents de santé communautaire, ils sont généralement équipés d'outils qu'ils manipulent et qui s'y connaissent bien, ils sont formés. Ils font le pont entre la population et le système de santé et ce sont des agents quand même qui facilitent un peu l'introduction de cette population qui sont parfois confrontées à cette fracture numérique, qui ne peuvent pas utiliser les technologies. Ça, c'est une très bonne stratégie et d'autres pays essaient de s'en inspirer, comme le Burkina. Et reste à voir maintenant, je suis d'accord avec lui. Les pays africains doivent définir leur stratégie parce que c'est quand même un peu différent. J'ai un peu compris à travers vos deux présentations que quand on parle de santé communautaire, la conception au Canada est différente de la conception au Burkina parce que les centres de santé sont généralement à des kilomètres de la population et il faut forcément quelqu'un qui puisse faire ce pont, qui sont les agents de santé à base communautaire. Et merci beaucoup. Merci. Merci. On va prendre encore des questions. Oui, il nous reste encore une dizaine de minutes, donc on a encore quelques questions. Je pense qu'on a quand même assez abordé la question de la souveraineté et des défis économiques en lien avec l'implémentation numérique. Si j'avance un peu, excusez, j'essaie de remonter pour voir. Bon, une petite question déjà pour Jean-Pierre. Il y a une question qui disait sur quels critères vous vous basez pour choisir le Mali et la Côte d'Ivoire? Vu que vous avez fait une grande appel d'offres générales, je vais vous laisser répondre à cette question. Sur quels critères vous avez basé pour choisir le Mali et la Côte d'Ivoire pour vos recherches? En raison des contraintes de temps, je n'ai pas eu le temps de décliner mon CV. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu aller très vite. Et je reviens de Suisse, donc assez obsédé par la gestion du temps. Mais là, je profite de la question. En 2014, dans le cadre d'un événement international qui s'est déroulé ici au Québec, Sommet international des coopératives, j'ai pu avoir un financement qui m'a permis de coordonner un portrait international de la présence des coopératives et des mutuelles dans le champ socio-sanitaire. Et c'est Willy Tadjoud qui est parmi nous, qui a pris en charge ce travail pour l'Afrique, parce que ça a été un an de travaux. On a réalisé plus de 50 études nationales, donc on a traité l'information en 9 langues pour amener ça à l'anglais dans le rapport final. Donc, à ce moment-là, on avait déjà une idée de ce qui se passait en Afrique. Et il y a un autre rapport un peu plus ancien qui date de 1997, une étude internationale qu'a faite les Nations unies sur le même sujet. Donc, il y a comme un construit historique qui s'est fait par rapport à la connaissance qu'on a de l'Afrique. Et dans le cas du Mali, il y a des collègues de l'Université de Sherbrooke et de l'Université Laval, ici au Québec, qui ont été associés à une évaluation des centres de santé communautaires au Mali. Donc, si vous rentrez ça sur un moteur de recherche, vous pouvez le trouver là, sur la grande toile. Donc, des rapports qui ont été faits. En 2024, je ne peux pas savoir où est-ce que c'est rendu au Mali, parce que comme vous le savez, il y a actuellement un conflit civil assez aigu au Mali. Donc, je ne suis pas en mesure de savoir où est-ce que c'est. C'est pour ça qu'on aimerait être en mesure d'enclencher des travaux. Et par rapport à la Côte d'Ivoire, la deuxième question, on est en lien avec une structure qui regroupe des mutuelles santé qui s'appelle le PASS, donc P-A-S-S. Et à nouveau, vous pouvez aller voir sur le web, c'est quoi cette structure-là, qui est à Abidjan, sur la Côte d'Ivoire. Et ce sont eux qui récemment nous ont parlé
du développement de ce qui s'apparente, je dis bien ce qui s'apparente, à des cliniques de santé communautaires. Mais là encore, il faut voir si ça correspond à la définition. Donc, je vous ai présenté une planche avec à peu près une dizaine d'indicateurs. On n'a toujours pas fait ce travail-là parce que c'est possible qu'il y ait d'autres endroits en Afrique, mais il est important de préciser qu'on travaille seulement dans l'espace francophone parce que dans l'espace anglophone, il y a ce qu'on appelle en anglais des Community Health Center, Community Health Clinic. Mais comme on travaille strictement en français, ben, on ne va pas se promener, je ne sais pas, en Afrique du Sud, au Kenya ou en Ouganda. Parfait. Mais là, en fait, moi, j'ai une dernière question. Avant de vous laisser, après, je vais vous donner une phrase chacun pour conclure. Mais j'ai une dernière question, je pense que ça touchera un peu tout le monde. On a parlé beaucoup de l'approche communautaire, de la stratégie et tout ça. J'aimerais savoir c'est quoi la place du privé dans tout cela. Parce qu'on a parlé beaucoup. Oui, je suis désolée. Actuellement, c'est le débat aussi un peu partout. C'est quoi la place du privé? Est-ce qu'il y a un moyen de faire alliance? Comment voyez-vous les stratégies par rapport à ça, puis par rapport à votre expérience personnelle? Donc, so my question here was about what is the role that the private sector can play in this role? Like we have general organization, we have global organization, we have communities. What is the private sector role in this digital transformation? So I will start with Dr. Munene, and then I will move on to other presenters because I would like to have an idea of your thoughts on this project. Yeah. Yeah, merci beaucoup, Enko, pour la question. I will respond if you can hear me. Private Yes, sector involvement. It's a very important question. Thank you so much. Private sector involvement is a very important question. And the reason we created the Global Initiative on Digital Health at WHO was to ensure that we're able to connect with private sector. WHO doesn't directly involve itself with the private sector unless through the framework of non-state actors. But through the Global Initiative on Digital Health and other UN agencies like the International Telecommunications Union, we have a space for engaging with private sector. Because we created a space, it means there is actually a role for private sector. And part of what we've seen as a constructive role on private sector is to really lead the innovation on digital transformation. Private sector has been instrumental in taking the lead in innovations. Key point, in Kenya, M-Pesa, which is the money transfer mechanism, was a tremendous private sector innovation that allowed the exchange of funds. And with M-Pesa, Pesa means health in Kenya, the mobile Pesa in this case in full. With that innovation, we see a lot of countries supporting financial transactions, which are key for making sure that universal health coverage is actually fast-tracked. And what I'm talking about here is that innovations like M-Pesa have been able to create a banking mechanism for people that are left behind, the unbanked, so to say, people without bank accounts, which enables them to be able to pay for services, including healthcare services. And so I'll just give one concrete innovation that private sector led. We're also working with software developers in the private sector who are actually innovating. Here in Zambia, for example, it is a private company that is exploring the use of artificial intelligence, the use of Internet of Things. They're busy, demonstrating, and because in digital, legislations comes after a proof of concept. So I think the role of private sector must actually be not disregarded because of the innovations that come from that particular space. Merci beaucoup, à vous. Thank you. Je vois, Jean-Noël, je pense que tu as ta tête bout d'idée, donc je vais te laisser parler. C'est vraiment très intriguant parce que ce qu'il y a aussi pour pouvoir soutenir en fait tout processus de développement, c'est avoir un secteur privé qui est suffisamment fort. Quand on n'a pas un secteur privé qui intervient en fait dans toute innovation, la plupart du temps, elle meurt de sa bonne mort. Ce qui se passe par exemple, Derrick présentait tout à l'heure la difficulté d'avoir en fait du workforce, ça veut dire des gens avec des capacités en Afrique pour pouvoir soutenir en fait le processus de transformation avec du développement interne, etc.
La vérité aussi qu'il faut voir, c'est que pour ceux qui ont des capacités en Afrique, quelles que soient les capacités, parfois, on a l'impression qu'il y a un manque de confiance interne aux initiatives locales qui fait en sorte que même les petites technologies, même les petites capacités qui se trouvent en interne n'arrivent pas à se développer, donc n'arrivent pas à avoir un certain niveau de maturité en termes de privé, hein, pour pouvoir soutenir en fait la transformation numérique. Moi, j'ai vu en RDC en fait des jeunes médecins qui ont appris à écrire des lignes de code, qui sont partis à partir d'outils open source qu'ils ont dû à transformer pour répondre juste à leurs besoins, mais ils avaient du mal à faire comprendre au niveau politique qu'ils avaient déjà les capacités en interne. Leur organisation, qui voulait être une organisation privée, avec quelles que soient les ambitions en fait communautaires qu'ils pourraient avoir, ils n'avaient pas de place de cité, parce qu'on avait l'impression qu'il fallait toujours se tourner vers l'extérieur pour avoir un outil suffisamment bon pour que cela soit implémenté. Donc, ça vient avec un couteau à double tranchant. Ça veut dire, nous avons le besoin de former des gens. Il faut que ces gens soient capables de s'auto-nourrir, on va dire ça comme ça. Donc, il faut qu'ils soient capables les capacités qu'ils auront, ils pourront l'implémenter. Et donc, le privé aussi a sa place. Non pas uniquement dans la transformation communautaire, mais dans la transformation du numérique en général en Afrique. Et donc, ça va passer par une création, une prise en compte plus accentuée des compétences qui existent en local. Voilà, ça, c'est ce que je pourrais ajouter. OK, parfait. Bon, on est en train d'aller à la fin, oui. Ben, il y avait un commentaire dans la salle. Juste pour donner l'idée, je suis absolument d'accord avec toi. Probablement, tu devrais être un article sur la décolonisation de la santé numérique. Oh, bon. Décolonisation de la santé numérique. Parfait, merci beaucoup. Bon, les autres panélistes, est-ce que quelqu'un a un dernier mot à ajouter avant qu'on conclue? Parce que là, on est arrivé à la fin du panel. Ben là, c'est trop tentant, là. Oui, c'est trop tentant. Oui. Oui, le privé, là, c'est trop tentant. Oui, et cette question-là, généralement, ça prend 5 heures pour y répondre. Là, je vais essayer de le faire en dedans de 1 minute. Oui. Moi, le privé, j'ai un regard extrêmement critique en matière de livraison de services de santé, parce que dans une perspective, et là, entendons-nous, je parle du privé à but lucratif, parce que les structures coopératives, associatives, mutuelles, c'est toutes des structures privées. Oui. Mais pas à finalité lucrative. Parce que moi, les exemples que j'ai vus de structures à finalité lucrative dans le domaine de la santé, sur le plan de la distribution des services de santé, c'est des mécanismes de discrimination. Si vous n'êtes pas capable de payer les services, vous n'avez pas accès. Donc, je vous laisse sur cette idée de faire très, très attention à la nature intrinsèque des structures qu'on étudie. Voilà. Merci. Romain, je vois que tu avais... Ok, oui, donc ce que je veux dire, c'est que il est très important de pouvoir développer les capacités locales, même si c'est une organisation internationale qui arrive. Il est toujours, il est critique pour elle de travailler depuis le début de l'implémentation avec les acteurs locaux pour pouvoir développer leurs capacités et permettre aussi une soutenabilité des interventions qui arrivent. Tout ce qui vient du Nord n'est pas nécessairement mauvais. Et, l'essentiel, c'est de s'approprier cette technologie et d'avancer. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer en Afrique à commencer à inventer la programmation ou bien les ordinateurs. Ça existe déjà. Il faut prendre le train en marche, accepter la technologie qui est apportée par les autres, mais il faut se décomplexer, s'approprier et l'implémenter, l'adapter à nos besoins. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir. Et c'est ce que je recommande. Merci. Merci. Ben, je pense qu'on est arrivé à la fin. Oui, Willy, tu voulais parler, oui, c'est ça? Oui, rapidement, 2 choses très rapidement. La première, c'est la question du financement quand même. Beaucoup d'acteurs locaux veulent bien mettre en place des applications, des outils qui pourraient servir dans la santé numérique, mais il manque des ressources pour pouvoir développer cela. Et le deuxième élément, c'est la propriété intellectuelle. Parfois, ils le font aussi, ce n'est pas protégé, et il y a des risques aussi de vol et de conflits entre eux. Donc ça, c'est quand même aussi la responsabilité de l'État. Donc dans les stratégies qui sont mises en place, il serait bienvenu que les politiques publiques soient mises en place, non seulement pour apporter du financement public, mais également inciter les acteurs privés à soutenir et à faire confiance à ces initiatives-là, qui peuvent justement permettre d'adapter les solutions numériques au contexte local et qu'elles soient plus facilement utilisables par ceux qui vivent dans la communauté en question. Parfait. Merci beaucoup.
Je pense que tout le monde a quand même parlé à la Je peux fin. dire quelque chose, peut-être? Il avait parlé pour le... Je sais pas. Bon, on est quand même à midi, on a dépassé 4 minutes. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup conversé. On pourrait rester encore là pendant des heures pour discuter si on le voulait. Pour les personnes qui voudraient avoir les présentations qui ont été disponibles aujourd'hui, vous pouvez nous écrire. On va laisser une adresse dans le chat, l'adresse mail pour que vous puissiez nous écrire. On va pouvoir vous transmettre les présentations. Et vous aurez aussi le contact des panélistes si vous avez des questions plus tard, vous avez des discussions, vous voulez approfondir plus tard. Je pense qu'ils sont ravis de vous apporter quelques éclaircissements. Et mais merci à tous, merci à toutes, à tous les panélistes et merci à tous ceux qui sont joints à nous, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Donc, bonne journée. Merci. Merci Bye. beaucoup. Ouais. Au revoir.